Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes mes salutations à tous les citoyens de planète Terre, ainsi que aux citoyens de l'Afrique en particulier. Aujourd'hui, nous voulons parler de la menace que le président Donald Trump ou son avatar est en train de faire sur l'État du Nigeria et aussi le Venezuela. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le Nigeria ici à côté. Il faut que nous comprenions comment les puissances occidentales ont toujours travaillé avec l'Afrique. Parce que l'Afrique jusqu'ici, malgré toutes les fausses indépendances qu'on croit avoir eues, on n'a jamais été indépendant. On était encore soumis sous l'esclavage physique, l'esclavage intellectuel, l'esclavage culturel, l'esclavage psychologique, l'esclavage linguistique, l'esclavage financier et monétaire, l'esclavage spirituel et toutes les autres formes d'esclavage que nous pouvons imaginer. Alors, les pays africains, d'une manière générale, faisaient exactement ce que leur bourreau occidental demandait de faire. S'ils ne le faisaient pas, voilà comment on les châtiait et on les menaçait avec une vilification politique. Ça veut dire qu'on va commencer à traiter leur régime politique comme un mauvais régime. On va dire qu'ils sont des dictateurs. Ils ne font pas la démocratie et violent les droits de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les leaders africains, la plupart du temps, pour éviter cela, faisaient ce que les pays occidentaux demandaient. Si on ne menace pas de cette manière, on va les faire des chantages, utilisant certains sommes, certains montants qu'ils ont eu à garder dans les comptes bancaires en Occident, qui sont vraiment clairement pas acquis licitement parce que c'est bien au-delà de ce que leur salaire pouvait donner. On menace de dévoiler ça, ça peut les faire marcher. Si cela n'est pas possible, alors on les corrompt directement, soit en donnant l'argent, quand on peut donner directement, ou la plupart du temps, on donne à un ONG, dont on sait que c'est le président qui contrôle les ficelles. Et la plupart des pays de l'Afrique ont de telles ONG. Par exemple, au Cameroun, il y a l'organisation Chantabia. Et quand vous allez voir les autres pays, on peut trouver facilement des ONG et des choses qui sont indirectement liées au président. Si cela ne marche pas, ou s'il n'y a pas moyen de faire ça, on va souvent trouver des clips vidéo qu'on aurait pris du leader en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. De nos jours, nous avons des choses comme la pédophilie, l'homosexualité, ou bien parfois la consommation de ces drogues qu'on appelle adrénochrome qu'on fabrique avec le sang, ou bien certains rituels dits sataniques, c'est-à-dire que les rituels qu'on fait aux égrégores de base astrale, autrement appelés les démons. On peut avoir filmé le leader en train de participer à un tel rituel et on peut menacer de dévoiler s'il ne marche pas comme on veut. Ou bien si cela n'est pas possible, on va utiliser
la menace de déstabilisation en finançant les oppositions, les opposants politiques. N'oublie pas que lorsque les financements des millions de dollars pleuvent sur un mouvement quelconque, cela permet à ce mouvement de devenir une force redoutable pour le pays. Donc on va financer les adversaires politiques ou la société civile qui va travailler contre le leader en question, ou bien on finance des groupes qu'on sait qui vont soit commettre des actes qui pourront être pris après comme un prétexte pour lancer, pour faire des sanctions ou attaquer militairement ce pays, ou bien qui pourront pousser ce pays à entrer en guerre avec ses voisins, ainsi déstabilisant le pays. Mais si on n'a pas fait tout cela, du moins pour le Nigeria, la vilification du régime a été faite. On a dit que le Nigeria est un État raté, ils sont corrompus, ainsi de suite. On a fait tout le Midi occidental a passé tout un temps à vilifier le gouvernement nigérien ces derniers temps-ci. Alors, qu'est-ce que le Nigeria a fait qui n'a pas plu aux oligarques occidentaux, surtout américains, au point où on menace de l'attaquer de manière vicieuse? Il a utilisé le mot vicious. Qu'est-ce que le Nigeria a fait? Nous allons voir quelques-uns des actes qui ont été posés ces dernières années par le Nigeria et nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'il faut comprendre que dans le temps, on a eu à faire une étude et qui a démontré que si on laisse le Nigeria évoluer librement sans la déstabiliser, en 20 ans, ils vont dépasser le Japon lorsqu'on voit leur capacité d'innovation technologique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? 1. Le Nigeria a montré qu'il entend bien mettre en valeur sa souveraineté. La souveraineté nationale, la souveraineté sur ses ressources et la souveraineté politique. Et il a manifesté cela à plusieurs égards. Le président Tinubu a même eu à dire, lorsque les Américains faisaient certains commentaires, que la souveraineté nigériane n'est pas négociable. Le Nigeria, autre chose qui plane sur sa tête, qui est une mauvaise chose pour l'Occident, c'est que le Nigeria est le moteur potentiel de développement de toute l'Afrique, parce que c'est le plus grand État africain, 250 millions, dans une population africaine de 1,5 milliard d'individus. Et la troisième chose que le Nigeria aurait fait, ce n'est pas de mauvaises choses, parce qu'en réalité, toutes ces choses-là sont plutôt bonnes pour l'Afrique, mais mauvais pour l'Amérique. La troisième chose qu'ils auront fait, c'est que lorsque les Américains ont bombardé l'oléoduc de gaz sous l'océan qui a amené le gaz russe en Occident, parce que le président Biden avait bien clairement, il y a une vidéo qui montre clairement qu'il disait que si la Russie entrait en Ukraine, ils allaient bombarder cet oléoduc. Et ils l'ont fait. Donc ce n'est pas encore quelque chose qu'il faut débattre. Même si à cause du fait que les Américains avaient déjà acheté la plupart des membres de l'ONU, quand c'est parti à l'ONU, les gens n'ont pas voté pour qu'on sanctionne l'Amérique. Quand ils ont bombardé cet oléoduc, pipeline, cela a créé une pénurie de gaz en Europe. Et les Américains, bien sûr, en ont profité pour vendre leur gaz à prix d'or aux Européens, mais ce qui a ruiné l'industrie européenne et des pays qui dépendaient beaucoup de ce gaz, comme l'Allemagne, a énormément souffert. Mais certaines autres personnes en Occident pensaient que, comme le Nigeria a des énormes ressources en gaz, ils vont laisser qu'on prenne leur gaz gratuitement pour combler le vide
que le gaz russe a laissé. Mais non, le Nigeria a constaté qu'il y a pénurie de gaz et ils peuvent donc profiter de la situation pour pouvoir vendre ça au meilleur prix afin de profiter à leur nation. Et là, on ne les a pas pardonnés pour ça. Et lorsque ça arrivait même à l'ONU de voter contre la Russie dans l'histoire de l'Ukraine, on s'attendait à ce que le Nigeria s'aligne comme Washington demandait de condamner la Russie pour qu'on puisse avoir une victoire semblant diplomatique internationale sur l'histoire de l'Ukraine. Alors que clairement, c'est l'Occident qui a tort. Parce que lorsqu'on avait donné le permis à l'Allemagne de s'unir au temps de Gorbatchev, il y avait une entente que l'OTAN ne va pas s'étendre d'un seul centimètre vers l'Est. On allait garder les limites de l'Union soviétique comme c'était. Et ils n'ont pas respecté ça. Ils se sont élargis vers l'Est jusqu'à arriver à la frontière de la Russie. Donc, l'Occident et l'OTAN est clairement responsable de cette provocation qu'on a fait à la Russie. Jusqu'ici, les Russes ne sont pas des anges, bien sûr, mais les Russes n'ont pas une histoire de colonisation et d'esclavage qu'ils auront fait à d'autres peuples. Et le Nigeria travaille, voilà autre chose encore qu'ils font, ils travaillent étroitement avec le Kenya, l'Afrique du Sud, pour pouvoir donner une seule parole à l'Afrique en général. Ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que pour eux, il faut que l'Afrique soit divisée et pour être plus facile à contrôler. L'Afrique a presque la même population comme l'Inde et la Chine. Et si l'Afrique était unie, ils pourront peser dans le monde comme l'Inde et la Chine pèsent. On avait dans le temps tout fait pour diviser la Chine. On a réussi à arracher Hong Kong à un certain niveau. On a séparé Taïwan, mais c'est le seul mal qu'on a vu à faire là. Ils se sont battus pour rester seuls, pour rester unis. L'Inde, bien sûr, s'est battue. Il est vrai que dans le temps, l'Inde était beaucoup plus grande parce que ça comportait le Pakistan, Bangladesh et Sri Lanka. Et on a quand même réussi à diviser ce côté-là pour laisser le noyau de l'Inde elle-même. Mais même l'Inde elle-même, c'est à peu près 1,3 ou 1,4 milliards de gens. Donc c'est déjà un État qui peut avoir un marché interne énorme. La pire des choses que le Nigeria a eu à faire, c'est ce que Saddam Hussein avait commencé à faire, on l'a tué tout de suite. Ce que Gaddafi a voulu seulement faire, il a seulement parlé, on l'a éliminé tout de suite. C'est que le Nigeria a commencé à vendre son pétrole et à accepter autre que le dollar américain comme paiement. Il faut comprendre que dans les années 70, commençant même par Bretton Woods, la réunion à Bretton Woods, cette petite ville à côté de New York aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, comme c'est les Américains qui ont gagné la partie, ils ont décidé à l'époque que le dollar américain allait être la monnaie du monde et c'est la seule monnaie qu'on va pouvoir faire la convertibilité avec l'or. Et cette convertibilité se faisait par les banques centraux du reste du monde et pas les individus. Mais que tous les autres pays devaient donner la valeur de leur monnaie seulement sous la forme de taux de convertibilité avec le dollar. C'est même un article du Fonds monétaire international qui interdit aux pays membres de pouvoir créer un lien entre leur monnaie et l'or directement. Ceci a donc permis à ce que l'Amérique soit la monnaie de réserve, que le dollar soit la monnaie de réserve mondiale. Pourquoi est-ce que l'Amérique va vouloir que cela soit fait? Parce que vous voyez, c'est l'Amérique seule qui peut imprimer les billets de banque qui vaut de l'or. Et beaucoup de gens, brusquement, ont commencé à garder leur épargne de beaucoup de pays,
garder leur épargne en dollars parce que c'est beaucoup plus léger que le lingot d'or et plus facile à transporter. Et là, cela a permis derrière la scène, parce qu'officiellement, l'Amérique ne devait imprimer les billets de dollars comme des bons qui témoignent à l'or qui est gardé dans les coffres forts de l'État. Dans le cas de l'Amérique, ça se trouve à Fort Knox, je crois. Mais comme c'est eux qui impriment et c'est toujours le gouvernement qui contrôle les choses, personne ne va venir faire la police. Donc, le gouvernement a commencé, quand il y a eu des petits problèmes, à imprimer beaucoup plus de dollars, de billets de dollars qu'il y a de l'or. C'est ce système qui a été trouvé par la famille Rothschild et autres familles de l'élite mondiale qui gardaient l'or des gens et les gens acceptaient les bons en retour de l'or qu'on a gardé. Et on a constaté que ce n'est qu'à peu près 10% de l'or gardé qui était vraiment pris. Le reste de l'or était seulement sous forme de bons. Ils ont aussi vu qu'ils peuvent imprimer plus de bons qu'il y a de l'or. Et cela était donc l'avantage que l'Amérique avait. Ils pouvaient seulement imprimer les dollars, aller utiliser même plus que la quantité d'or qu'ils avaient en réserve. Et cela a continué. La France, bien sûr, n'était pas d'accord avec cet arrangement, mais elle ne pouvait rien. Dommage que la France aussi a été victime, parce qu'ils ont fait la même chose avec le CFA et sur les pays africains. Ils ont fait la même chose que les nazis ont fait au temps de la Deuxième Guerre mondiale, pour utiliser la monnaie comme outil d'asservissement. Donc, la France, chaque fois, il profitait d'une faille qu'il y avait dans cet accord, que les banques centraux pouvaient amener les billets de dollars et prendre l'or. Donc, chaque fois quand la France avait un montant important de dollars, ils amenaient ça à Uncle Sam pour récupérer l'or. Dans les années 70, ils ont réussi à accumuler 3 milliards de dollars. Ils ont amené ça à Uncle Sam, que bon, donnez-nous l'or, parce que nous, on n'a pas confiance à vos papiers, là. C'était au temps du président Nixon, je crois. Le président Nixon, l'administration Nixon dit que il n'y a pas d'or. On dit, mais comment ça? Il n'y a pas d'or, comment? Le billet de papier-ci devait être juste la preuve que il y a l'or derrière. Comment vous avez pu imprimer les dollars sans or? On a donc dévoilé la chose. Et le dollar, Nixon a déclaré le dollar persona non grata. Ça veut dire que vous ne pouvez plus amener vos billets de dollars pour avoir de l'or. Et pendant quelque temps, il y avait panique sur le plan financier dans le monde. Et pendant ce temps, on cherchait une autre solution. C'est là où on a vu qu'une solution possible, c'est le pétrole des Arabes. Alors, on a d'abord créé une guerre entre Israël et les pays arabes. On les a fait se battre pendant longtemps. Quand les Arabes veulent dominer, on donne les armes à Israël. Quand Israël veut aller devant, on arme par derrière les Arabes jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de se battre. Et maintenant, dans cette confusion-là, le président américain, à un moment donné, se tient devant la télé et il dit que nous allons envoyer l'aide à Israël de 2,1 milliards de dollars. Il n'avait pas besoin de déclarer ça. Et nos frères arabes n'ont pas réfléchi. Dans la guerre, quand quelqu'un met son pied gauche devant, il faut te poser la question que est-ce qu'il a vraiment mis son pied gauche ou bien vous me faites croire qu'il a mis son pied gauche. Pourquoi est-ce que le président américain a annoncé dans le média qu'il va donner l'aide de 2,1 milliards de dollars à Israël? Il pouvait donner ça secrètement, de telle sorte que ce soit les services secrets des pays arabes qui réussissent à trouver l'information, mais il a annoncé ouvertement pour que ça soit facile à connaître. En même temps, ils envoient des espions aller trouver le roi d'Arabie Saoudite. Vous voyez ce que les gens là font, hein? Ils sont en train de financer vos ennemis. Mais il faut faire quelque chose. Le roi saoudien dit que mais moi je veux faire quoi? Ils sont une armée très forte. Si je m'amuse là,
Ils vont venir seulement m'enlever et mettre un autre roi. Et que non, ne soyez pas si défaitiste. Toi aussi, tu as une arme. Mais quelle arme? Mon petit armé, là, il dit que non, le pétrole, là, c'est une arme. L'Amérique ne peut pas fonctionner sans ça. Arrête d'exporter le pétrole et l'Amérique va s'incliner tout de suite. Mais ils avaient peur. Parce qu'ils peuvent justement arrêter de donner le pétrole. On amène des porte-avions, des bateaux de guerre, des avions de guerre. On lui enlève tout simplement et on met un autre roi à sa place. On a même eu à aller dans un pays souverain, c'était le Panama, arrêter le président pour aller enfermer en cellule aux États-Unis. Les Américains ont débordé dans leur ingérence et leur terrorisme d'État dans ce monde. Alors, ce que les Arabes ont fait d'abord, c'est de diminuer la production pétrolière de 5% chaque mois pour faire pression à l'Amérique de cesser de soutenir Israël. Mais l'Amérique a un stock de réserve de plus de 6 mois. Pour le cacao, c'est même plus de 1 an. Ça veut dire que si on veut faire la tête on ne veut plus vendre notre cacao moins cher, on va arrêter pour que le prix monte, ils peuvent résister jusqu'à 1 an. Est-ce qu'on aura la possibilité de supporter 1 an? C'est là le jeu. Ils font pour que nous puissions toujours brader nos choses à vil prix. Il faut quand même savoir, il y a eu le temps, mon oncle qui travaillait à l'ONCPB, il a dit que l'ancien président camerounais gardait le café et le cacao pendant 10 ans, ayant payé les paysans pour trouver un bon prix sur le marché international. Donc, il garantissait le prix aux paysans qui, à un certain moment, était même plus élevé que le prix qu'on payait à l'international. Et si il achète chez le paysan, il stocke. Et il va attendre pendant 10 ans, il y aura un moment où le prix va être bon et liquide la chose sur le marché international. Comme ça, les paysans pouvaient planifier et savoir quels revenus ils vont avoir dans le temps. Voilà, c'est un autre sujet. Alors, les Américains ont envoyé Henry Kissinger. Quand ils ont fait de diminuer la production de 5% pendant chaque mois, ça n'a rien donné. Ils ont eu le courage quand même de faire embargo. Ça veut dire que les pays arabes, l'Arabie Saoudite surtout, dans les années 70, arrêté d'exporter le pétrole aux États-Unis. Et quand ils ont fait ça, le prix de pétrole a sauté de $3 le baril à $12 dans ce coup. Et bien sûr, les réserves stratégiques, les Américains ne veulent pas utiliser ça comme ça parce que ce sont des réserves qu'en cas d'attaque militaire, ils vont pouvoir s'en servir pour leurs avions de guerre et ainsi de suite. Donc, ils ont résisté et à la pompe, il y a eu d'abord pénurie. Et il y a quelque chose que les économistes appellent l'illusion monétaire. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de gagner 100 000 par mois, et de votre monnaie, quelle que soit la monnaie, 100 000, et votre monnaie est dévaluée de 50%, même si votre entreprise décide à la fin du mois de vous donner maintenant 200 000 pour que ça ait la même valeur comme les 100 000 que vous avez eu le mois passé, la plupart des employés vont célébrer parce qu'ils comptent plus de billets dans la main. C'est ça qu'on appelle l'illusion monétaire. Alors, quand le prix du pétrole donc saute d'un seul coup de 3 à $12, les Arabes voyaient déjà qu'ils sont devenus plus riches parce qu'ils vont compter plus de billets de dollars, alors que c'est la même chose. Et là, Henry Kissinger arrive dans leur joie et il a dit, ça c'est des miettes. Le pétrole là peut monter même jusqu'à $100 le baril. Je vous propose un marché dans lequel vous allez être très riche. Les Arabes disent quoi? Il dit, il faut signer une seule chose. Vous signez ça, et vous n'avez pas besoin, ça ne va pas vous coûter, on va pas vous demander de payer pour ça. Vous signez ça, et nous allons garantir que le régime qui dirige votre pays là, dans la famille royale saoudienne, ne va jamais avoir de coup d'État. Nous vous garantissons, si vous signez, qu'Israël va vous laisser tranquille, ne va jamais vous attaquer.
nous vous garantissons que vous allez devenir riche. Tout ce que vous devez faire, c'est signer que dorénavant, toutes les ventes de pétrole seront payées seulement en dollars américains. Bien sûr, ça va faire que vous allez avoir beaucoup de dollars. Et nous demandons que vous versez l'excédent de dollars dans le commun d'investissement en achetant les bons de trésor américains, ce qui veut dire donner ces dollars-là comme prêt au gouvernement américain. Et le gouvernement américain va donc vous payer les intérêts sur cet crédit. Et nous allons utiliser cet intérêt-là pour construire les mêmes infrastructures en Arabie Saoudite comme en Amérique. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut donc dire que toute cette infrastructure saoudienne a été faite avec l'argent du riba. Parce que lorsque vous donnez l'argent pour acheter les bons de trésor américains et qu'on vous paye des intérêts, ça on appelle ça riba. Mais bien sûr, les chouyouk qui étaient là, s'ils étaient même là, à l'époque, n'étaient pas économiquement voyants, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ils ont applaudi. C'est aujourd'hui que, avec la venue des banques islamiques et toutes ces choses, qu'on comprend donc que l'économie fait partie des connaissances islamiques. Et on se bat encore pour que les autres, comme la chimie, la mathématique, soient reconnus en bon et due forme, afin que l'islam puisse avoir sa valeur d'antan. Mais là, c'est autre chose. Regardons le cap. Alors, c'est comme ça là que l'Arabie Saoudite dit, mais ça, on signe où? Comme on dit souvent ici au Cameroun. On signe où? On nous donne tout ça là, et puis on nous demande même pas de payer. Ils ont signé. Et dès lors, le système pétrodollar a été né. Maintenant, tout le monde entier cherche les dollars pour pouvoir acheter le pétrole. Et les Américains sont encore maintenant dans la situation où ils peuvent seulement imprimer. Et ils vont faire leurs choses. S'ils ont besoin de toute la récolte cacaoyère camerounais, ils impriment les dollars, ils viennent prendre. Ils appellent ça souvent chez eux déficit budgétaire, ou bien un autre mot qu'ils utilisent pour masquer la chose, c'est quantitative easing. Et c'est pour ça que vous entendez que la dette américaine, c'est plus de 30 000 milliards de dollars. Ils ne vont jamais payer ces dettes-là. Ça veut dire qu'ils ont imprimé plus de dollars par rapport à leur recette fiscale de ce montant-là. Et cela veut dire, en d'autres termes, qu'ils sont en train de récolter le monde entier. Ça veut dire que tout le monde entier travaille, l'Amérique prend. Vous cultivez le cacao, ils impriment des dollars, ils viennent vous donner. Ce que la France faisait avec le CFA à Chemalière. Ils impriment à Chemalière les billets de CFA, ils viennent nous donner, ils prennent tout. Et vous comprenez pourquoi le Mali, et le Niger et le Burkina Faso ne veulent plus. Et aujourd'hui, j'en prends quand même l'Éthiopie veut se joindre à eux. L'Afrique, petit à petit, se réveille. Donc, la France a dans leur coffre souterrain, les banques souterraines, plus de 2500 tonnes d'or qu'ils ont pillé pour la plupart de l'Afrique. Et bien sûr, ils nous ont donné quelque chose en retour. Les petits bouts de papier qu'ils ont imprimés à Chimalière, et pour imprimer les papiers là, on a besoin juste de papier et de l'encre et des machines appropriées. On imprime, on nous donne ce bout de papier, on prend l'or, on part. Et nous appelons ça CFA. Donc vous voyez déjà l'escroquerie qu'il y a. Sur le plan islamique, ça c'est le riba al-fadl. Si nous sommes obligés d'utiliser cet argent, c'est parce qu'on nous a contraints. Mais sur le plan islamique, ce n'est pas valable comme une monnaie. Et nous allons pouvoir faire notre podcast, notre audio, sur ce que c'est les caractéristiques d'une monnaie islamique. C'est comme ça là que le système pétrodollar a été né. Saddam Hussein a tenté de s'en échapper en vendant le pétrole contre l'euro. On l'a tué. Gaddafi a stocké 144 tonnes d'or pour pouvoir soutenir une monnaie panafricaine. On l'a tué. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi. Parce que ça devait faire tomber, pas seulement le dollar, mais même l'euro. Le Nigeria s'est engagé à joindre le BRICS. Le BRICS, c'est cette union des pays, Brésil,
Russie, Inde, et Chine et Sud-Afrique. Il est vrai que à un autre niveau plus élevé, même le BRICS a été créé par les esclavagistes élite mondiale. Parce que c'était un employé de Chase Manhattan qui a conçu le mot BRICS. Ils ont préparé depuis longtemps la succession de la Chine à l'Amérique. Mais là, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, nous parlons de l'attaque de l'Amérique contre le Nigeria. Et à ce niveau-là, nous n'allons pas monter à un niveau supérieur pour comprendre à quel niveau le jeu se fait. Le Nigeria est en train de se battre, comme ils ne peuvent pas se battre militairement contre l'Amérique. Il se bat sur le plan diplomatique. Il négocie et parle avec ses voisins. C'est là où le président Ibrahim Traoré, accompagné par ses homologues nigériens et maliens, ont donné une déclaration que nous n'avons pas combattu et expulsé les impérialistes pour vouloir voir venir détruire notre voisin. Il a donné un message clair à Trump que sachez que si vous attaquez le Nigeria, nous allons considérer que c'est nous aussi que vous avez attaqué. En d'autres termes, le Burkina Faso, le Niger et le Mali va se joindre au Nigeria pour combattre. Là où je demande que les gouvernements comme le gouvernement camerounais attendent quoi pour faire une telle déclaration? Voilà, on peut profiter de cette tentative de Trump pour unir l'Afrique. Imaginez que tous les pays africains se mettent à faire ce genre de déclarations. Et qu'on envoie même certains bataillons militaires au Nigeria symboliquement pour montrer cela. Ça peut être un bon tremplin pour pouvoir arriver à nous unir, ce qui va donner une force énorme à toute l'Afrique. Mais vous allez voir que beaucoup parmi eux, surtout ceux qui ont des comptes bancaires en Occident, ou qu'on les a pris en vidéo en train de faire des choses pas très orthodoxes, ou bien qui ont peur qu'on va financer le terrorisme chez eux et les déstabiliser. Mais ce n'est pas, il est vrai qu'au Cameroun, on a eu une réussite partielle. Mais comprenez que la crise anglophone que nous avons, ce n'était pas ça qui était le plan prévu. On voulait déstabiliser le Cameroun en créant un affrontement entre les chrétiens et les musulmans. Et vous vous rappelez quand on déshabillait les femmes musulmanes ici à Douala, certains militaires et polices qui auraient été payés par ces méchants du monde se mettaient à faire ce genre d'actes pour provoquer les musulmans et qui se lèvent. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pas seulement que les musulmans ont eu le retenu, mais même nos frères chrétiens ont compris le jeu. Je me rappelle qu'on disait que les musulmans ont fait ceci, ils ont fait cela, ils vont faire cela. Un chef de quartier ici à Douala, à côté, un chef de quartier non musulman. Heureusement que celui-là, certainement, ne passait pas tout son temps à boire l'alcool. Il a dit, mais nous avons été en paix avec des musulmans depuis des centaines d'années. Les musulmans que vous dites qui sont en train de tuer les gens là, c'est une nouvelle islam qui est venue ou c'est comment? Moi, je ne comprends rien. Donc, vous voyez, ça peut être déjoué. On n'a pas à avoir peur de ça. Bon, ils sont partis provoquer les anglophones et commencer quelque chose là-bas. Mais même ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient, qui était une déstabilisation généralisée. Donc, alors, les chefs d'État africains, n'ayez pas peur de prendre position pour l'unité africaine. Ne faites pas que les 22 chefs d'État africains qui sont morts parce qu'ils ont tenté de faire ça soient morts pour rien. Aujourd'hui, là, c'est le moment où la conscience même de l'Afrique se lève que vous pouvez le faire. Avant, on ne pouvait pas comprendre. On pouvait facilement venir tromper et les mêmes gens se lèvent contre vous comme c'était le cas en Libye. Mais aujourd'hui, là, la population est éveillée. Alors n'ayez pas peur. Prenez la décision, faites la déclaration que aux Américains ou aux Occidentaux que si vous attaquez le Nigeria, c'est nous que vous avez attaqué. Vous allez avoir affaire avec nous.
tous ces pays-là ne veulent pas perdre tous les investissements qu'ils ont fait chez vous. Ça vous les tenez pas là. N'ayez pas peur. Faites la déclaration, mes chers frères et sœurs, leaders de l'Afrique. Il faut quand même dire que le Nigeria a une faiblesse, que ces gens-là vont essayer d'exploiter. Et la France, dans le temps, avait financé la guerre de Biafra. Et ça vous surprend, hein? C'est la France qui a financé la guerre de Biafra. Ils portaient les armes depuis le Gabon pour venir livrer en territoire Biafra. Le contrepartie, c'était que si Biafra réussissait à se séparer, ils vont faire le contrat pétrolier avec des sociétés françaises. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à diviser le Nigeria sur ce plan-là. Et vous avez au nord Boko Haram, qui fait aussi beaucoup de dégâts. Bon, Boko Haram, quelle est leur origine et pourquoi ils agissent comme ça là? L'histoire qui se passe au nord du Nigeria, nous allons essayer d'élucider les aboutissants, comment c'est venu. Le Nigeria, comme je disais, une étude avait été menée que si on ne déstabilisait pas le Nigeria, ils vont dépasser le Japon en 20 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, à un moment donné, il y a de cela quelques années, le Nigeria est devenu la première économie africaine. Ils ont dépassé l'Afrique du Sud. Et là aussi, c'est parlant. Et Gaddafi, parmi les choses qu'il a eu à faire, il a fait un contrat de recherche minier. Il y a certaines recherches qu'on ne doit pas toujours descendre sur le terrain pour creuser, mais avec les satellites, on peut déjà avoir une bonne idée de là où se trouvent certains minéraux en utilisant des méthodes technologiques à distance, la spectroscopie, pour pouvoir identifier certains minéraux. Alors, Gaddafi avait engagé une société allemande de faire ces recherches. Je ne sais pas si c'est sur toute l'Afrique ou seulement le Nigeria, mais pour le Nigeria, il a trouvé certaines choses. Il a donc fait appel au gouvernement nigérien d'envoyer quelqu'un pour venir prendre le résultat de ces recherches. Et le directeur de la société allemande était là. On a envoyé un militaire qui s'appelait Hamza al-Mustafa d'aller prendre cette information. Il est parti, ils ont eu une réunion à huis clos entre lui, le directeur de la société allemande et Gaddafi. Et ce directeur, la première des choses qu'il a posées sur la table, c'est que au nord-est du Nigeria, on a trouvé le rhodium. Le rhodium, c'est un métal qu'on utilise pour fabriquer les pots catalyseurs des voitures, parmi tant d'autres choses. Mais l'utilisation, vous pouvez chercher vous-même. Là, ce que je voulais signaler ici, qui peut faire que ça soit convoité, c'est que ça coûte 200 € le gramme. Ça veut dire que si quelqu'un réussit à mettre dans sa poche une petite quantité, dont 1 kilo seulement, de rhodium, cela vaut 130 millions de nos francs CFA. Alors, ce directeur de cette société allemande a dit, si vous exploitez ça seulement, vous allez dépasser Dubaï. Et cet officier d'armée nigérien est revenu au Nigeria avec une mallette contenant tous les différents plans où se trouvent ces minéraux. La qualité de mallette que vous voyez dans le film, on menote ça sur le manque de quelqu'un. Il est revenu avec ça. Malheureusement, certains éléments gourmands du gouvernement nigérien voulaient plutôt utiliser ça, exploiter ça par eux-mêmes, comme la population ignore encore l'existence d'une telle chose. Cet officier d'armée s'en est opposé. On a fabriqué des fausses accusations pour le lancer en prison, mais en réalité juste pour le mettre à l'écart. Et c'est là où certains ont vu que ce mouvement de Boko Haram, que depuis la colonisation anglaise disait toujours, si on les armait, ça peut déstabiliser le pays. Et c'est pas dans cette zone en particulier que l'histoire de Boko Haram a commencé. Et quand quelqu'un cultive toute l'année, on lui donne,
il récolte le 1000, ça lui rapporte peut-être 100 000. Et maintenant, vous lui donnez un M16, fusil d'assaut au Kalachnikov. Et en une semaine, il a 5 millions, 10 millions. Ben, ça sera difficile qu'il laisse ça tomber. Et de là, nous sommes dans ce genre de situation. Boko Haram est venu. Le mot Boko, à l'origine, voulait dire fausse. Quand les Anglais sont venus coloniser le Nigeria, ceux qui étaient plus avancés et plus structurés, c'était des musulmans. Ils avaient déjà l'art d'écrire, ils écrivaient en arabe, et ils avaient une administration bien assise, le système de l'Amida. Ils avaient un système judiciaire qui était basé sur la charia. Ils étaient bien structurés. Les gens du Sud étaient encore primitifs et marchaient nus dans la forêt. Et les savants, donc, chez les musulmans, se voyaient donc comme étant supérieurs, et malheureusement, la connaissance de l'islam qu'ils avaient, c'était la version tronquée qui a été faite avec l'attaque qu'on a fait à l'Empire ottoman. Ça veut dire que ce n'était plus complet comme avant. C'était juste la connaissance des rituels, le fiqh, comment prier, qu'est-ce qui annule la prière, et des choses comme ça là. Quand les Anglais viennent maintenant avec d'autres formes de l'islam, telles que la mathématique, la chimie, la biologie, au lieu de réintégrer ceci dans l'islam pour vraiment régner en maître, ils se sont opposés plutôt, se sont non opposés, pensant garder leur avantage. Ils ont appelé ça élément Boko. Ça veut dire qu'il y a une fausse connaissance. Plus tard, le mot Boko est devenu le symbole même de cette connaissance-là. C'est là où on a carrément ajouté avec le temps que cette élément Boko-là, elle est interdite. Boko Haram. Mais c'était seulement un mouvement rhétorique qu'on parlait, ça n'a jamais mordu, jusqu'à ce qu'on décide de les financer au moment où je vous dis là, en les donnant des armes. C'est à ce moment qu'ils sont devenus une force nuisible. Vous comprenez donc ils sont là seulement pour déstabiliser, ce n'est pas une pureté religieuse. Et autre chose qu'il faut voir, c'est que le Nigeria, la désertification est en train de s'accentuer. Ça fait donc que certaines personnes, bergers, sont obligés de migrer vers le sud. Et quand ils viennent vers le sud, ils doivent compétir pour la terre avec ceux qui sont sédentalisés, qui cultivent. Ça fait des affrontements. Et si ceux qui migrent sont les Fulani, donc les Peuls, et ceux qui sont sédentalisés sont des chrétiens d'une autre race, ça s'interprète facilement comme un problème religieux, alors que ce n'est pas le cas. Et vous comprenez comment ça va se passer. Quand ils commencent à migrer, parmi ceux qui migrent là, il y a des gens qui ont beaucoup de bétail. Et si ce sont des musulmans, un imam commence à tenir un discours qui fait de telle sorte que celui qui a beaucoup de bétail là, même s'il a violé un peu des droits de certains de ces autochtones sédentalisés pour prendre leur terrain, et ce n'est pas mauvais, il peut facilement lui nettoyer son acte. Et bien sûr, ces gens avec beaucoup de bétail vont montrer leur générosité envers cet imam. Je vous explique comment même le rhétorique, la narrative qu'on peut rencontrer dans la mosquée peuvent être achetés. Et ceci peut conduire facilement à ce que petit à petit ça atteint le stade où ça devient des tueries. Vous vous rappelez comment le pape avait légiféré quelque chose que les musulmans appellent souvent fatwa. Donc, le pape a déclaré en faveur des esclavagistes dans la tête négrière où on achetait les esclaves africains. Et il y a des gens qui ont la boussole interne. Ça veut dire que cette chose qu'Allah a mis dans nous qui nous permet de reconnaître ce qui n'est pas bien. Ils ont senti que cet esclavage, ce n'est pas une bonne chose. Mais le pape a déclaré que le noir n'a pas d'âme, donc on peut lui traiter comme une marchandise. Et bien sûr, ces riches qui faisaient leur richesse dans l'esclavage ont été très généreux envers le pape. Donc, voilà comment Boko Haram a été créé et qui a été financé pour pouvoir nuire. Aujourd'hui, Boko Haram est une menace pas seulement aux chrétiens, mais aux musulmans. Ils ont désécré plus de 83 églises et plus de 72 mosquées.
Ils ont tué plus de 150 chrétiens, 1500 chrétiens, mais plus de 2000 musulmans. Ce n'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement de déstabilisation. Et bien sûr, lorsqu'on tuait hier, Trump n'avait pas vu ça. Lorsqu'on massacre les enfants en Palestine, lui ne voit pas ça. Mais quand Dangote construit une raffinerie qui produit plus de 650 000 barils de pétrole par jour et qu'il a l'intention de doubler la capacité, le même Dangote a eu un contrat pour placer 2000 kilomètres d'oléoduc pour amener le pétrole angolais envers le Zimbabwe. Et dans ce passage-là, il y aura des raffineries avec des cimenteries et des choses comme ça. Et qui fait ça, pas avec des sociétés occidentales, mais avec des ingénieurs africains. On a intérêt maintenant à commencer à voir que vous tuez les chrétiens, je vais vous attaquer. Vous comprenez le jeu? Donc, le Nigeria exportait, vous n'allez pas comprendre, imaginez ça. Le Nigeria exportait le brut à des centimes. Et ils importaient le pétrole raffiné, ça veut dire que l'essence, le diesel, ils importaient à des dollars. Et maintenant, ils vont avoir ça chez eux. Ça veut dire que Chevron, Texaco, Mobil et toutes ces entreprises-là qui faisaient des milliards ne vont plus rien avoir parce que tout se fera au Nigeria. Et Dangote fabrique ces choses avec des ingénieurs africains. Quand on a tenté de vérifier le gouvernement nigérian qui sont corrompus et tout ça là, ça n'a pas donné. On a lancé une attaque cyber sur la raffinerie qui devait créer une explosion pour que les Américains viennent après nettoyer la chose. Et on va mettre ça sur l'incompétence de l'Afrique. Mais les ingénieurs africains ont suspendu tout l'automatisme. Ils ont réglé la chose à la bonne vieille méthode avec les leviers et les boutons. Et on a réussi à déjouer cette tentative terroriste. Avec l'aide de certains conseillers russes et sud-africains, on a réussi à identifier cette virus informatique qu'on a envoyé dans le système qui contrôlait la raffinerie. Et on a vu que ça portait la signature de ces organismes à 3 lettres occidentales. Vous comprenez de quoi je parle? On a essayé de les accuser au Conseil de sécurité, bien sûr, les Américains ont influencé pour que ça ne soit pas écouté. Mais le ministre des Affaires étrangères nigérien a expliqué toutes les preuves et la télévision Al Jazeera a diffusé ça. Donc, aujourd'hui, même l'Afrique du Sud, qui était censé être le rival du Nigeria, demande au Nigeria que s'ils ont besoin, ils vont les envoyer des experts. La Russie a dit que dans l'Amérique ne tente pas d'entrer au Nigeria sans un aval onusien. Et de quel aval la Russie ne va pas soutenir. Et même la Chine, qui officiellement demande qu'il faut le dialogue entre le Nigeria et l'Amérique, par derrière est en train d'acheter les bons de trésor nigériens. Ce qui va faire que ça va beaucoup amortir la chute de Naira. Parce qu'une autre façon qu'on pouvait attaquer le Nigeria, c'est de faire perdre sa monnaie, la valeur de sa monnaie. Je me rappelle quand je suis parti en visite au Nigeria, il n'y a pas très longtemps, quelques années, à l'époque, il fallait 120 000 pour faire je pense que c'était un Naira. Un Naira, c'était 120 000. Non. C'était 1000 francs, c'était 120 Naira. Voilà. On échangeait 1000 francs avec 120 Naira. Aujourd'hui, 1000 francs, c'est 2500 Naira. Vous comprenez jusqu'à où leur monnaie a chuté. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons forts, focalisons, faisons comme le grand sultan de Sokoto, qui est le président des musulmans en quelque sorte, et le président de l'association nigérienne. Ils ont fait une apparition à la presse ensemble. Et ils ont dit que nous n'allons pas tomber dans la piège que les Américains sont en train de nous tendre. Et que nous allons faire notre deuil ensemble. Et je demande aux imams au Nigeria,
lorsque vous entendez que ces enfants à qui on a donné des choses qu'ils ont avalées, parce qu'eux-mêmes sont à un certain niveau des victimes, on les a donné des choses qu'ils ont avalées. Si vous entendez que ces enfants sont encore partis faire des atrocités quelque part, et ils ont tué des gens, allez aussi au deuil de vos frères chrétiens. Si on tue des chrétiens, et que cela ne fait que nous réunir, nous, entre nous et eux, ils vont tout de suite voir que, au lieu que ça nous divise, c'est en train de nous réunir. Et vous savez, notre union, c'est ce qui craint le plus. N'entrez pas dans le jeu. Oh, ils ont tué ma mère, je veux le tuer. Parce que c'est ce que les gens qui sont à l'extérieur veulent. C'est ce que Trump veut. Et Trump est maintenant dans une situation difficile. Parce que si le Nigeria réussit à s'imposer, alors des pays comme l'Indonésie, autres qui étaient sous le joug et qui agissaient exactement comme on les dit de faire, eux aussi vont prendre leur indépendance. Et ce sera la fin de l'hégémonie américaine et l'hégémonie occidentale d'une manière générale. Donc, nous avons intérêt à manifester notre union. Le président Ibrahim Traoré, après cette attaque cyber, a demandé qu'il faut que l'Afrique fasse une structure anti-cyberattaque pour la cybersécurité pour toute l'Afrique, afin qu'on puisse contrôler pas seulement des agissements qu'ils peuvent avoir. Même Dangote a pris la parole, il a dit cette raffinerie, ce n'est pas pour moi. C'est pour chaque maman qui devait acheter le pétrole à des montants exorbitants pour sa lampe ou pour son réchaud, qui doit maintenant acheter moins cher. C'est pour chaque étudiant qui va venir demain concevoir d'autres raffineries et des industries plastiques et autres, pour la fabrication d'engrais. Tout ça, ça se fait avec du pétrole. C'est pour eux. Et nous n'allons pas être intimidés. Notre plan de doubler la capacité est en cours. Et si on double la capacité, ça ne va pas seulement alimenter le Nigeria, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous savez, l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus organisée que nous. Beaucoup de gens ont dit, tu peux conduire depuis Lagos au Nigeria jusqu'au Accra au Ghana sans avoir un seul dérangement en route. Vous comprenez ce que je veux dire, dérangement. Et papier. Alors que c'est pas le papier qu'il veut. Il veut l'autre papier qu'on a écrit 1000 francs sur ça. Donc, ils sont beaucoup plus organisés. Un Ghanéen peut quitter le Ghana, venir entrer au Nigeria, travailler sans besoin de passeport, ni visa, ni autre. Et beaucoup d'autres pays africains sont en train de joindre le wagon. Le Kenya accepte des Africains maintenant sans passeport, ni visa. Le Burkina Faso avait déclaré récemment que tout Africain peut venir, il ne paye pas de visa. Le Rwanda a fait la même chose. Donc, nous sommes en train de constater que l'unité de l'Afrique, c'est ça qui va nous donner la force. Et que diviser comme 55 petits pays qu'on avait divisés sans notre avis en 1800 quelque chose là-bas en Europe, ça ne va pas nous aider. Pour ceux qui sont les dirigeants africains qui veulent s'opposer à cette union, je ne sais pas si vous avez, ou aussi, je suis sûr que vous avez aussi voyagé. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, les Anglais ont l'habitude de demander « Where do you come from ?» Vous venez d'où? Et j'avais l'habitude, au départ, je répondais que « From Cameroun ». Il dit « Cameroun, c'est où ça? C'est en Amérique du Sud. » Donc vous êtes là, c'est moi le président. On ne connaît même pas où se trouve votre pays dans certains endroits du monde. C'est de cette petit orgueil-là. Et pensez au bonheur de 1,4 ou 1,5 million de gens. Un autre fléau qui se passe, c'est que l'Afrique a une superficie de 30,7 millions de kilomètres carrés. Et si vous entendez que la Chine a rompu sa politique de un couple, un enfant, maintenant ils ont passé à un couple, 3 enfants, donc la Chine entend envahir le monde. Et ces terres africaines font partie des choses qui vont en avoir. Ne vous priez pas demain que les Chinois sont venus prendre notre terrain, parce que les Chinois ne prennent pas ça pour rien, ils achètent. Ils ont déjà acheté 1/3
de la superficie de Mozambique. Et pour que vous puissiez régler ce problème-là, il faut d'abord être unis. J'ai vu au Ghana, les Chinois qui sont nommés chefs de village. Il y a un pays sud-africain où il y a déjà un Chinois qui est chef d'un parti politique qui risque de prendre le pouvoir. Et s'il prend le pouvoir, la Chine va agir de manière à ce que ce gouvernement soit accepté par la population comme un gouvernement qui règle vraiment les problèmes des gens. Vous comprenez là où ça va? Donc, il ne faut pas vous plaindre des mains. C'est cela vos enfants, vous dites, vos enfants vont se plaindre qu'on a pris nos terres. Alors que c'est vous qui avez vendu. Parce que vous étiez très gourmand pour vendre les terres pour aller vous amuser en Europe. Quand je vois ceux qui vendent les terres ici, là, ceux qui sont autochtones dans les endroits qui sont les grands métropoles, comme Douala. Et je pense que j'ai entendu certains Douala se plaindre. Ah, les Bamlékés sont venus prendre tous nos terres à Bonadjo. Ils ont pris ça gratuitement. Quand vous vendiez, vous pensez à quoi? Maintenant, c'est le temps de l'Afrique de réfléchir maintenant avant que ça ne soit trop tard. Qu'Allah SWT nous aide. Qu'Allah SWT réveille plus les Africains. Qu'Allah SWT nous permet de nous réunir. Qu'Allah SWT fasse en sorte que sur ce plan qu'on veut déstabiliser le Nigeria, ce qui va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, qu'Allah met fin à ce plan-là et que ça ne marche pas. Khairu kalam, ma kala wadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.